Let's get ready to rumble! Nous allons jouer à un jeu. You don't have the card. C'est la parlante, la parlante. Eh bien bonjour, on commence aujourd'hui un nouveau podcast qui s'appelle Ça parle haute, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Moi bonjour, je suis Fred. Et moi, c'est Tristan. Alors peut-être on peut le dire tout de suite, en fait on est père et fils, je suis le papa et Tristan c'est le fils. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va vous parler des jeux vidéo d'avant. Et aussi de maintenant, malgré tout. Et c'est pour ça, en fait, la parlotte. Parce que finalement, on parle comme deux vieux qui râlent, mais c'est aussi hot. Parce qu'en fait, on parle des choses qui sont chaudes, qui sont toutes neuves, qui sont sorties du four. Et on a aussi des hot takes qui pourront peut-être pas plaire à tout le monde, mais en même temps, c'est le but d'un podcast. On parle d'idées et pourquoi pas, si jamais vous êtes intéressé, pourquoi pas échanger sur les différents points de vue. Toi Tristan, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux au niveau jeu un petit peu te présenter, à quoi tu joues, quels sont tes jeux préférés actuellement ou très récemment? Alors moi, il n'y a pas particulièrement de genre de jeu que j'aime pas, même s'il y a des jeux spécifiquement que j'apprécie pas, soit pour une raison de gameplay, soit parce que le mode économique, soit parce que la communauté, etc. etc. Après, moi, je dirais que je suis un fan fidèle depuis maintenant peut-être 10 ans de la licence Monster Hunter. C'est ma licence préférée. Je joue beaucoup à Monster Hunter, que ce soit à des opus récents qu'à des vieux opus. J'aime aussi beaucoup les vieux opus de Pokémon. Je suis aussi un grand fan de Mario Kart et puis de manière un petit peu plus modérée et plus détachée, je joue à des jeux comme Overwatch par exemple. En gros, quand c'est fantasy, j'aime beaucoup, quoi. Ben, super. Alors moi en fait c'est très simple, donc moi j'ai passé la cinquantaine. J'ai beaucoup joué, Tristan s'en souvient quand il était sans doute petit, et maintenant je ne joue plus, pas spécialement par manque de temps, mais plus parce que face à la dématérialisation, moi je trouve que le jeu vidéo, le fait de jouer, le rituel qui consiste à jouer, a beaucoup perdu. Alors il a gagné en qualité parce que c'est vrai que les jeux sont très beaux avec les nouvelles consoles, parce que je suis toujours l'actualité des consoles, mais je ne joue plus parce que je trouve pas normal, et ça va être le premier sujet qu'on va aborder, de devoir payer un jeu entre 80, Tristan tu confirmes, 80-90 euros. Oui. Voilà, de devoir payer un abonnement internet pour faire fonctionner tout ça. Alors, bien sûr que le jeu en ligne c'est fantastique, hein, le jeu en réseau c'est fantastique, mais en plus, devoir payer un abonnement pour jouer en ligne, je trouve que ça fait un peu de rajout qui est à mille lieues de ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire moi j'ai commencé sur la Super Nintendo où on prenait la cartouche, on faisait venir deux potes, 3-4 si on avait l'adaptateur qui allait avec, et on jouait jusqu'à pas d'heure en mangeant des pizzas et à un slip toute la journée ou tout le week-end. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast, puisqu'un podcast vous n'êtes pas obligé de nous voir, vous ratez rien, je vous rassure, et en plus on peut le faire en étant, on n'est même pas obligé de se laver, on peut le faire en étant en calbar dans la véranda, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Finalement, ça colle bien au cliché du gamer. Au final, on s'en fout. Le plus important, c'est le jeu vidéo. Et justement, peut-être que si on veut conserver ce plaisir du jeu vidéo, il faut peut-être surveiller ce qui va être fait dans les prochaines années. Parce qu'il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, on a eu l'annonce de la prochaine console de Nintendo. Nintendo, c'est quand même, je vous laisse deviner, pas rien au niveau de l'industrie du jeu vidéo. C'est ceux qui sont quand même à l'origine de plein de concepts différents, mais aussi de plein de licences mythiques, Mario, Zelda, tout ça. Et on a eu donc l'annonce de plusieurs jeux qui sortiront sur cette nouvelle console, la Switch 2. Le problème, déjà qui a frappé, c'est au niveau des prix, puisque un jeu qu'on a pu voir en détail, c'est le jeu qu'on appelle Mario Kart World. Je sais pas si toi tu as pu voir du gameplay ou pas. Alors non, pas encore. En fait, c'est un nouveau donc, Mario Kart sur une console Nintendo qui aura la puissance d'une PS4 Pro, ce qui du coup par rapport à ce qu'on avait avant était quand même assez énorme parce que la Switch avait à peu près la puissance de la Wii U, voilà. Et puis c'est vrai qu'on a on a eu l'habitude, et je vais absolument dans ton sens, que Nintendo avait toujours des consoles, alors avec des concepts innovants. Il y a eu la Wii avec les Nunchaku là. Il y a eu de la DS, on en reparlera tout à l'heure, avec ses écrans multiples et tactiles.
Mais par contre, des consoles inférieures en puissance. Mais c'était pas leur choix. Or là, ce choix qui est fait, parce que j'ai regardé bien sûr les spécificités de la console, le choix qui est fait là ne me semble pas clair. Et Nintendo, comme parfois beaucoup d'entreprises, a tendance à oublier ce qui a fait que Nintendo est Nintendo, à mon avis. Hein. Oui. Je lui souhaite beaucoup de réussite à cette console, parce qu'on parle aussi d'emploi direct et indirect, donc c'est important que la console fonctionne au-delà du fonctionnement technique, fonctionne commercialement et qu'elle soit vendue. Mais effectivement, et là tu vas pouvoir en parler, le modèle économique proposé avec ce jeu, moi, me semble non pas aux antipodes de ce que fait Nintendo, parce qu'ils ont toujours été très accrochés à leur store, mais on ne peut, apparemment, si j'ai bien compris, on ne pourra plus faire sans un aspect financier, peut-être. Bah, ça a l'air d'être le cas, hein, parce que Nintendo, ce qui était intéressant, c'est que c'était un petit peu la console de la famille. C'est-à-dire, il faut vous imaginer, là où par exemple, des gens qui étaient plus aisés ou plus indépendants allaient acheter un PC ou une console comme la PS4, par exemple, qui étaient des consoles qui étaient très puissantes mais aussi très chères, et bah, la famille, elle pouvait acheter une console Nintendo qui avait un prix un petit peu diminué, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur du 500 € par exemple, on était plutôt sur du 350 €, 400 €, donc 100 € c'est quand même pas rien, et ça permettait d'avoir une console qui avait des jeux de qualité, des jeux qui étaient quand même connus, des jeux qui étaient actuels et actifs, parce qu'on avait quand même un mode en ligne, et des jeux qui étaient non pas pour les enfants, mais tout public. C'est-à-dire que, enfin moi je veux dire, je m'amusais quand j'avais 6 ans en jouant à Mario Kart, et maintenant, alors que j'ai 20 ans, je m'amuse encore sur ces jeux-là. Donc, c'est bien qu'ils ont réussi leur coup, et qu'ils ont bien ciblé, ils ont bien réussi à cibler tout le monde, en fait. Et tout en sachant que les consoles Nintendo ont eu aussi des jeux plus matures. Le problème, c'est que notre Switch 2, elle coûte 500 €. Alors bon, en vrai, on pourrait dire que c'est pas si choquant que ça, parce que maintenant, toutes les consoles coûtent ce prix-là. Et on va dire, bah, c'est pas grave, parce que du coup, on aura les mêmes prix que les autres, mais c'est pas plus. Et du coup, ça fait que si on a envie de mettre un peu le budget pour ses gamins, etc., et ben après, on a une super console, etc. Le souci, c'est que les prix des jeux ont été annoncés, et il me semble que c'est quelque chose comme 80 balles en dématérialisé et 90 en physique. Ce qui est un prix absolument lunaire pour un jeu, parce que normalement tu payes 90 balles pour le jeu édition de luxe, je sais pas quoi, là c'est le jeu de base sans les DLC, tout en sachant qu'il faudra payer... DLC c'est quoi? Parce que peut-être tout le monde ne sait pas. Bah, c'est le contenu téléchargeable. Voilà, en fait. d'accord. Donc que ce soit gratuit ou payant d'ailleurs, parce qu'il y a du DLC gratuit, ça existe. Et oui, ça existe encore, c'est un peu, bientôt ce sera qu'un mauvais souvenir, enfin qu'un bon souvenir, mais voilà. Et 80 balles pour un Mario Kart, ça fait quand même un petit peu lourd, tout en sachant que le jeu, l'état dans lequel il n'a pas l'air si fini que ça. Le jeu a l'air, il y a des gens qui disent qu'il est chiant, et on en parlera un petit peu de pourquoi, parce que ça c'est une question de gameplay, c'est pas une question de prix ou d'idée, mais 80 balles pour un Mario Kart, en fait les gens pointent quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils disent en fait c'est une console qui a la puissance d'une PS4 Pro, donc on va payer 90 balles ou 80 balles pour un jeu PS4. Oui, et en plus, moi, ce qui me dérange, c'est que la dématérialisation a provoqué un autre phénomène, à mon avis, c'est que les éditeurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, n'hésitent plus à sortir des jeux buggés. Moi, j'ai connu le temps, effectivement, des cartouches et des CD, tu avais le jeu à main, c'est-à-dire que s'il était pourri, eh ben, il ne se vendait pas. Là, maintenant, alors c'est très bien qu'ils puissent corriger certains défauts, mais c'est que de plus en plus, je trouve que des jeux sortent buggés, en sachant très bien que les jeux ne sont pas finis. Et on dit aux gens, bah ouais, mais vous savez, ça craint un petit peu, mais bon, bah vous inquiétez pas, dans 3 mois, ça sera réglé. Ou pas d'ailleurs. Moi, j'estime que quand on paye 90 balles, ça doit quand même fonctionner. Voilà. Après, qu'ils rajoutent des choses, qu'ils améliorent des choses, c'est très bien. Mais, et Nintendo, comme les autres d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait aussi se demander pourquoi il y a quand même toujours, tu me disais Tristan, une communauté de gens qui jouent à Mario Kart, soit avec des émulateurs, soit avec des DS. D'occasion ou pas, enfin je connais pas du tout l'état du marché des consoles d'occasion. Apparemment, il y a quand même encore une communauté qui est intéressée par ces jeux-là d'origine, je veux dire. Bah oui, en fait, hein, on a des jeux comme Mario Kart Wii enfin Mario Kart Wii, je pense que j'allais dire que c'est un des Mario Kart les plus mythiques de la licence, c'est un jeu des plus mythiques de Mario de manière générale, et je pense que c'est même un des jeux les plus mythiques tout court en fait, Mario Kart Wii, parce que maintenant on peut considérer que la Wii est une console rétro. Après il n'y a pas besoin d'être rétro pour qu'un jeu soit mythique, hein, il suffit d'avoir un jeu excellent au final,
et beaucoup joué. Mario Kart Wii, ça a été le cas. Ça a rassemblé des adultes, des enfants, des ados, un petit peu tout le monde. Je suis sûr que pour certains qui pourraient écouter ça, peut-être que votre papy a joué à Mario Kart et peut-être que votre frère, votre soeur, votre fille, enfin peu importe. Et Mario Kart, oui, il y a encore des gens qui jouent. On a des gens qui jouent sur émulateur ou sur des consoles modées avec des DNS customisés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui permettent de quand même jouer en ligne à la Wii. Il y a même des mods qui sortent sur Mario Kart Wii. On a un mode que j'ai pu essayer moi-même qui est assez difficile, qui s'appelle Mario Kart Wii Deluxe, qui est un mode qui change les musiques des courses et qui fait qu'au total sur le jeu, il y a à peu près 700 courses. Ce qui est absolument énorme. On a des courses qui sont rajoutées, qui viennent de Mario Kart antérieur, mais aussi qui sont sorties après. Donc on a des jeux par exemple de Mario Kart 7 qui est sorti après. On a des courses de Mario Kart 8 aussi. On a des courses qui viennent de Crash Team Racing, qui est un jeu qui n'a rien à voir à la base. Il y a une course qui est inspirée de Pokémon. C'est absolument énorme. Et ce mode est régulièrement mis à jour parce qu'ils ont un serveur Discord sur lequel je suis allé me renseigner. Et le mode est régulièrement mis à jour avec des corrections de bugs, avec des nouvelles courses, etc. etc. Comment on fait pour le trouver, si des gens qui nous seraient, ou la personne, parce que peut-être qu'on n'aura qu'un auditeur, si la personne, ou j'espère les personnes qui nous écoutent sont intéressées, comment ils peuvent le trouver? Alors moi, dès que je trouve des mods sur mes jeux, généralement je bricole un peu. Donc j'ai cherché sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui parlait du mod. Je me suis dit, bon, ça a l'air un petit peu niche, donc peut-être que je vais pas trouver. Mais en fait, j'ai trouvé assez vite, ils ont un site officiel qui vous renvoie vers Discord. Et en fait, dans le Discord, il y a un lien vers un Google Drive avec le fichier téléchargeable. Oui, parce qu'on rappelle bien que tout c'est légal. Hein. Enfin, je veux dire, là, on ne parle pas de pirater des jeux. Non, parce que... Alors, il y a peut-être un flou juridique, mais ce ne sont pas des gens qui volent. Il n'est pas question d'avoir quelque chose de payant de façon gratuite. Hein. C'est des gens, des passionnés qui programment des choses et qui les font partager aux autres, quoi. Et à la limite, c'est ça Nintendo. Les joueurs s'approprient la communauté et la font fonctionner. Et Nintendo, c'était ça. J'ai bien peur qu'avec Mario Kart World, ce ne soit plus ça. Bah oui, parce que en plus, pour terminer sur ce mode, le mode est gratuit bien évidemment. Cela dit, pour avoir le mode, il faut soit avoir Mario Kart Wii chez vous, soit avoir une ROM de Mario Kart Wii déjà. Sinon, si vous avez juste le mode, ça ne fonctionnera pas. Et pour le coup, avoir une ROM, c'est pas forcément légal, sauf si vous l'avez créé à partir de votre propre CD Mario Kart Wii, ce qui est absolument possible. Ce qu'on encourage à faire, parce que c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo fait face aussi, et ça on n'avait pas prévu de l'aborder, mais on peut le dire en une phrase, fait face aussi quand même à beaucoup de piratage. Mais peut-être qu'il faudrait qu'ils se posent la question, un peu comme les plateformes de streaming, ou les abonnements de sport. Bon, nous, ça nous intéresse pas trop, mais je connais les tarifs. Et beaucoup de gens disent, bah ouais, mais moi, 50 € par mois d'abonnement pour voir du foot, je me tourne vers des solutions illégales. Peut-être qu'en vendant des jeux vidéo 90 €, on ne va pas encourager spécialement les gens qui ont peu de moyens ou qui tout simplement n'ont pas envie de le dépenser là-dedans, à être, disons, 100% honnête. Moi, je juge personne. Hein. Nous, on ne le pratique pas. Mais on peut pas jeter la pierre à tout le monde parce que c'est une industrie qui, moi je pense, est plus en crise que ce qu'il n'y paraît. Parce qu'on a souvent des jeux, encore une fois, qui sont très beaux, mais qui sont liés à la capacité des moteurs physiques et à du vrai travail de programmeurs qui sont sûrement des gens ultra compétents. Mais on a des jeux donc très beaux, mais qui sont finis en même pas 10 heures, 8 heures. 90 € pour jouer 8 heures ou 10 heures, ça fait une dizaine d'euros de l'heure. Je trouve que c'est beaucoup comme tarif et c'est pas raisonnable surtout. Et pour le coup, ce piratage, malheureusement, ça risque d'arriver à Mario Kart World parce que même si on condamne ce genre d'acte, comprendre ça ne veut pas dire justifier. Et justement, je pourrais comprendre éventuellement les gens qui feront ça sans cautionner ce qu'ils font. Mais quand on vend des jeux parce que objectivement c'est trop cher, 90 € pour un jeu, à 90 €, il y a des gens qui s'achètent un téléphone portable, donc au bout d'un moment c'est bien trop cher. Et puis pour revenir sur les jeux qui sont pas finis, moi récemment, très bon exemple de ça, parce que Mario Kart World n'est pas encore sorti, même si des gens ont pu l'essayer, et encore il a pas l'air si truffé de bugs que ça pour le moment. Par contre, un jeu qui pour moi a des gros problèmes, c'est, puisque j'en parlais au tout début quand on s'est présenté, le dernier opus de la saga Monster Hunter.
Alors là, je pense que tu pourras pas dire grand-chose parce que t'as pas beaucoup Non, de moi Monster Hunter. alors je l'ai eu sur, je sais plus quelle console qu'on a eu, je crois la Wii. Ouais. Alors, on a eu la Wii. J'y ai pas beaucoup joué parce que c'est surtout pour toi que je l'avais acheté d'occasion. En plus, je sais plus lequel numéro c'était. J'apprécie le principe, mais alors c'est vrai que et après je te laisse parler. Sur la Wii, il y avait quand même déjà, on en parlait tout à l'heure, c'était très dégradé, je trouve. Parce que c'était vraiment un jeu. Là, le nunchaku servait. Alors, par contre, c'était très ludique. Parce qu'il fallait taper sur le. Je crois qu'il fallait carrément faire des gestes, hein, enfin, à peu près, hein, quand même. Oui, tu secouais la manette. Voilà, tu secouais la manette, etc. Mais bon, mais c'était la logique de Nintendo. Mais donc, apparemment, le Monster Hunter, c'est le combien auquel tu joues C'est Monster Hunter Wilds. Ah, Donc, voilà. on pourrait un petit peu l'appeler Monster Hunter 6, je pense. Monster Hunter, c'est une très grosse licence, ça existe depuis 2004, l'année où je suis né. Donc c'est aussi vieux que moi au final. Ça a commencé sur PS2 et aujourd'hui on est sur PC, sur PS5 et sur la dernière Xbox dont j'ai oublié le nom pour Monster Hunter Wilds. Alors Monster Hunter, ça fait maintenant depuis 2018 qu'ils sont passés entre guillemets dans une nouvelle génération, puisqu'avant on avait un gameplay qui était très old school, qui était très rigide. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont joué au Monster Hunter moderne, quand ils jouent à des vieux, ils n'y arrivent pas parce que c'est trop rigide, parce que c'est pas de l'open world, machin, etc. Enfin, c'était vraiment... Enfin, moi j'ai l'impression qu'on dire que le cœur est le même, et c'est parce que j'aime Monster Hunter, mais les gens qui ont vraiment joué au truc récent, ils ont l'impression de pas jouer au même jeu du tout. Enfin, c'est... Voilà. Monster Hunter Wilds, il est sorti, je crois, fin février 2025, donc ça fait maintenant quelques temps. C'est un jeu qui a absolument... Ça a tout retourné. Les gens, ils étaient là. Des gens qui n'avaient jamais joué à Monster Hunter, et quand tu leur en parlais, dans leur tête, t'étais un espèce de puant, un petit peu comme le gars dans l'épisode World of Warcraft de South Park. Oui. Dans leur tête, quand tu jouais à Monster Hunter, t'étais un peu ça, tu vois. Je vous invite à le voir, cet épisode Make Love Not Warcraft. Je sais plus quelle saison c'est de South Park. On le trouve sur YouTube de façon légale. Faut parler anglais. Il t'a pissé de rire, vraiment. Et il te voyait un petit peu comme ce mec là, devant son ordi. Et finalement, ils se sont rendus compte avec Monster Hunter Wilds que en fait, Monster Hunter, c'était pas mal. Le truc, c'est que ça implique d'avoir la machine qu'il faut, parce que le jeu est super mal optimisé. Et alors, autant on va me dire, c'est peut-être que ton PC est un peu vieux, mais j'ai l'impression que c'est assez hasardeux. Parce que je connais des personnes avec des configurations plus faibles que la mienne pour qui le jeu tourne mieux, et des personnes qui ont des configurations, un univers au-dessus de la mienne, et pour qui le jeu tourne presque encore moins bien que chez moi. On parle d'un jeu qui galère sur beaucoup de configurations à tourner à 40 fps en 2025, faut vous imaginer. Il y a eu des petites mises à jour qui ont été faites pour toucher un petit peu à l'optimisation, mais Capcom s'obstine à nous dire qu'il faut activer une option qui s'appelle la Frame Generation. Donc moi, je ne suis pas un expert là-dedans, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais apparemment, ça générerait en fait des frames à l'avance pour éviter que votre jeu rame. Sauf que ça résulte en fait en un jeu qui est plus fluide, mais où par exemple, je sais pas, vous baladez dans le décor par exemple, je sais pas, Monster Hunter, souvent vous êtes dans des forêts, des choses comme ça, vous êtes dans la forêt, et pour une raison obscure, le sol c'est une bouillie de pixels. Parce qu'en fait, ça a généré une partie de ce qu'il faut générer à l'avance pour que ça tourne mieux. Et en fait, normalement, quand un jeu doit avoir cette fonctionnalité pour tourner, c'est qu'il y a un gros souci. Et oui, ils s'obstinent à dire ça en mode c'est normal. Et en fait, le problème, c'est que le jeu est moche, le jeu ne tourne pas bien, alors que mon PC fait tourner Red Dead Redemption 2. Je pense que Red Dead Redemption 2, ça fait aussi partie des jeux qui ont retourné le gaming moderne, visuellement parlant en tout cas. Et en fait, mais pourquoi est-ce que c'est si mal optimisé ? C'est très simple en fait. Faut savoir que Capcom... Oui, pourquoi Red Dead, lui, est très bien optimisé. Red Dead a eu des soucis au début. Au début, oui, mais alors, toujours pareil, là, avec la correction qui est possible avec la démat, mais bon, au moins là, ça a été positif. Et après, d'ailleurs, il faudrait qu'ils se demandent pourquoi Red Dead, qui est un jeu qui est quand même pas sorti hier, quoi. 2018-19. Voilà, donc en fait, il y a une communauté des gens qui jouent encore. Monster Hunter, bon, après, ils ont sorti des versions de façon plus régulière. Mais il faudrait qu'ils se demandent pourquoi tous ces jeux anciens ont encore des communautés si importantes. Enfin, il y a plein d'autres gens qui le disent mieux que nous, notamment mes amis de Game One que je salue. Si vous écoutez ce podcast, c'est beaucoup d'honneur que vous nous faites. D'ailleurs, je vous enverrai le lien. Et puis, le problème, c'est que
On a des jeux qui, aujourd'hui, peut-être n'arrivent pas à fidéliser des communautés, peut-être parce que le jeu ne correspond pas à ce qu'attendent les gamers, ça je ne suis pas du tout compétent pour le dire, mais peut-être tout simplement aussi parce qu'ils ne sont pas optimisés, ou comme dit l'expression de Tristan, qui sont optimisés comment? Avec le cul. Avec le cul, voilà. Parce que le problème de Monster Hunter Wilds actuellement, c'est que le jeu est moins beau que Red Dead et moins fluide que Red Dead, alors que pourtant il faut une config plus grosse pour le faire tourner. Je veux dire, c'est un petit peu bizarre quand même. Il y a quelque chose, on dirait que c'est un petit peu, que c'est monté à l'envers en fait. Et ça c'est très simple, c'est parce qu'en fait ces gros génies ont utilisé le moteur Resident Evil. Donc un moteur qui est fait pour avoir des jeux où on est dans des couloirs, donc des lieux très confinés, pour faire un jeu dans lequel vous allez charger des plaines. Oui, en plus dans Resident Evil, il y a énormément, ce qui fait l'atout de ces jeux-là, c'est le jeu de lumière. Dans Monster Hunter, même très bien fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, Oui, ça dépend en fait de... c'est rare de poursuivre. Je connais un tout petit peu le jeu, il n'a pas spécialement des grottes obscures. Il y a une carte comme ça dans le jeu. Voilà, mais après, voilà, donc le travail sur la lumière qui a dû être fait de façon tout à fait sincère, n'était peut-être pas nécessaire, et du coup, effectivement, il aurait peut-être fallu adopter un moteur de jeu ou en développer un. Le problème, c'est que ça coûte cher, c'est long, et qu'on est dans une industrie où il faut absolument sortir le jeu tel jour, telle date, et quand ils le retardent, c'est que vraiment, ils pourront pas le sortir. On en a eu des cas, c'était Cyberpunk qui a été retardé, etc., et qui est quand même sorti, je crois, buggé. Cyberpunk illustre en fait ce dont on est en train de parler, parce que là, à chaque fois, on fait des petites parenthèses, mais je pense que parler de Cyberpunk, ça vous permettra de vraiment comprendre et vraiment visualiser ce dont on est en train de parler en fait. Cyberpunk 2077, c'est un jeu qui était ultra prometteur parce que on nous a vendu un espèce de GTA dans un univers à la Blade Runner hyper futuriste et tout. Donc évidemment, en plus il y avait Keanu Reeves qui est un acteur hyper connu qui carrément faisait non seulement la voix et la gueule d'un des personnages qui allait apparaître dans le jeu, et qui allait apparaître pas juste un petit caméo, mais vraiment allait être là presque tout le long. Donc les gens étaient au bout de leur vie, on nous vendait des grosses motos, des grosses bagnoles futuristes, de la musique, du rock un peu techno, là, qui va bien avec ce genre d'univers-là. Les gens étaient en feu, et en fait les gens ont foutu un pressing incroyable sur la boîte, qui du coup eux-mêmes ont fait ce qu'on appelle du crunch. Donc le crunch, qu'est-ce que c'est? C'est quand en fait on exploite les développeurs et qu'on les fait bosser pour sortir les jeux plus vite. Ça, généralement, le crunch, ça se fait en fait pour presque tous les gros jeux, j'ai envie de dire, mais c'est pendant une période. C'est souvent sur la fin, des choses comme ça. Tous les projets artistiques, moi on va pas trop se dévoiler non plus, moi je travaille dans la communication, quand on arrive au bout du projet, évidemment que le rythme s'accélère, et aucun développeur ne se plaint de ça. Enfin, à moins qu'il y ait des choses qui ne sont pas légales au niveau du droit du travail, mais effectivement, apparemment, c'est un mode. Enfin, eux ont établi ça comme modèle de développement et ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça fait qu'on a eu un jeu qui est sorti, buggé jusqu'au cul, encore une fois optimisé avec le cul. Alors, le jeu tournait, enfin, c'était pas bien sur console, c'était très buggé, et sur PC, c'était buggé en plus de tourner mal de base. Donc on avait quelque chose de complètement lunaire, il y avait des vidéos de gameplay, enfin, il y avait des gens presque qui se mettaient presque à acheter le jeu parce que c'était drôle en fait, tellement c'était buggé, tu vois, genre, et du coup, Cyberpunk, maintenant c'est un jeu qui a subi les mises à jour et les correctifs dont il avait besoin, ce qui fait que maintenant Cyberpunk est un jeu en fait qui est, bon, je sais pas s'il mettrait une claque à GTA, parce que pour mettre une claque à GTA, il faut le vouloir, mais par contre, c'est un très bon jeu qui mérite amplement d'être joué si vous aimez ce genre de jeu-là. Mais par contre, il a été complètement jeté aux oubliettes, en fait. Enfin, maintenant, quand tu parles de Cyberpunk aux gens, ils font pas « Ah ouais, le jeu bugué », non, ils savent que ça va mieux, mais ça n'a pas été le banger que ça aurait dû être à cause de ça. Bah oui, puis les gens passent, on fait comme partout, c'est pareil pour les séries, c'est pareil pour les films. Le problème, c'est qu'il a bugué, donc il a pris du retard de lancement. Même une fois lancé, il a pris du retard de lancement, si j'ose dire. Et puis les gens passent à autre chose. Il y a un autre jeu, un autre événement. Et de toute façon, ce modèle économique avec des jeux qui, en plus, sont hyper chers à développer, mais ça, j'en ai bien conscience.
est pas viable. Donc, moi, quel pourrait être un modèle de jeu? Alors, est-ce que c'est réalisable ou pas? Je n'en sais rien. J'en ai joué quelque temps, on y jouait tous les deux d'ailleurs, on a joué quelque temps à Call of Duty Mobile. Ce genre de modèle économique avec un jeu gratuit, alors on va dire pour des consoles qui seraient vendues peu cher, mais avec après un choix soit de DLC, de customisation quand c'est possible, soit par exemple pour un jeu de foot, ben, on a le jeu de base, gratuit, pour jouer avec ses potes, et si vous voulez des compétitions, ben, vous achetez la Ligue des Champions, alors un petit truc à télécharger pour 8 euros, vous achetez les maillots, les troisièmes maillots des équipes pour 6 euros, j'en sais rien. Est-ce que ça serait pas envisageable? Parce que moi, ce modèle-là me plaît. Call of Duty, bien sûr que le jeu devenait super rigolo en pouvant le customiser, mais on pouvait jouer pareil et se frotter aux meilleurs joueurs avec l'équipement, j'allais dire, de base, puisqu'on pouvait en plus gagner des équipements pour améliorer son arme. Et je sais qu'il y a d'autres jeux qui font ça. Il y en a où il y a des tirages au sort pour avoir un gros équipement. On a le succès qui ne démord pas d'ailleurs de, comment il s'appelle ce jeu où il faut tirer partout là, qui est né à son 2 ou 3e univers. Fortnite, voilà, auquel j'ai jamais joué mais que j'ai vu tourner, il y a des championnats, etc. Enfin, mais on peut jouer à Fortnite gratuitement, ou en tout cas on achète un jeu, à l'époque on pouvait acheter un jeu qui n'était pas très cher, et puis après ça se développait ou pas, on rajoutait de l'argent ou pas, mais enfin, l'amusement était là. Donc est-ce que ce modèle-là, moi à mon avis, ce modèle-là pourrait être étudié par les éditeurs de jeux vidéo dits de console, ou de PC bien sûr, pour peut-être justement se servir de la dématérialisation, soit en disant justement, ben là vous payez 90 euros, mais vous avez tout, vous avez des customisations en plus, etc. Soit ben, vous payez pas grand-chose, mais vous avez le jeu pour s'amuser. Voilà, juste, encore une fois, la plupart des mecs qui jouent à FIFA, ils prennent PSG Marseille, et puis ils font le match, quoi. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent de la Coupe d'Europe, du machin, du truc. Enfin, ils s'en foutent. S'ils l'ont, ils la font, mais après, ils jouent avec leurs équipes en ligne, avec... je sais que c'est ça qui marche, et c'est très bien comme ça. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, mais tant mieux si les gens s'amusent. Mais ce modèle économique avec des micro-transactions qui ne sont pas cachées, qui sont dites, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être étudié. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bah, moi, je joue assez régulièrement à un jeu qui suit ce modèle-là, c'est Overwatch en fait. Overwatch, c'est un jeu qui est très controversé dernièrement. Il y a toujours eu des controverses chez Blizzard. Ça, finalement, c'est presque une marque de fabrique. Mais Overwatch, c'est un jeu qui est assez controversé parce que c'est un jeu qui est sorti en 2016, Overwatch, qui, pareil, a retourné le FPS et a retourné le hero shooter. Le hero shooter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tir à la première ou troisième personne où on incarne non pas un personnage un peu sans nom ou notre personnage créé, comme par exemple dans Call of Duty, mais où on incarne un héros avec une personnalité, une histoire, qui a généralement ses propres capacités, ses propres sorts, mais ça reste un jeu de tir. Par exemple, dans Overwatch, vous avez un cow-boy qui, lui, par exemple, il fait des roulades et il lance des grenades flash. Vous avez un soldat qui peut envoyer des roquettes avec un canon sous sa mitraillette et qui peut poser des espèces de balises qui peuvent soigner ses alliés, etc. etc. Il y a aussi différents rôles. Il y a le rôle du tank, donc lui qui va servir à pousser, par exemple quand vous devez escorter un convoi, ou à protéger. Le support qui lui va plutôt apporter des debuffs ou des soins à ses alliés. Et le héros de dégâts, le fameux DPS, qui lui est là pour taper. Donc ça peut être un DPS, alors il y a des DPS plutôt défensifs, par exemple il y a un des personnages qui pose des tourelles, mais t'en as qui se jettent dans le tas, ou carrément qui se jettent derrière la ligne ennemie pour les prendre par derrière, par surprise, et foutre le bordel. Enfin c'est toute une stratégie qu'on peut avoir. Alors globalement, il n'y a pas de mauvais match-up, on peut combiner tout, mais il y a des match-up qui font partie de ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire les méta dans les jeux, c'est généralement le meilleur truc, quoi. Et Overwatch, c'est controversé parce que finalement, en fait, je crois que c'était vers 2019, Blizzard disait on va sortir Overwatch 2. En fait, Overwatch 2, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un jeu en coop avec une histoire. Parce qu'en fait, Overwatch, il y a plein de cinématiques. Quand les personnages sortaient, il y avait des cinématiques qui donnaient un petit peu plus de lore, un petit peu plus d'histoire, qui donnaient envie de connaître la suite. Et en fait, là, ce serait, vous allez avoir tout le dénouement, en fait. Vous allez avoir la suite, quoi. Mais sauf que ce sera en coop. Et en fait, vous aurez vos personnages qui sont toujours dans le jeu, ceux qui sont actuellement, mais vous construirez, ce sera un peu RPG.
des arbres de compétences, etc. etc. Et l'Overwatch tel que vous le connaissez actuellement deviendra un mode de jeu de ça, qui deviendra gratuit, qui sera accessible à tous. Donc en gros, le mode coop histoire sera payant, mais celui-là sera accessible à tous, avec un pass de combat, des trucs comme ça. Et en fait, quand Overwatch 2 est sorti, ils ont sorti ce mode gratuit et ils ont dit, vous en faites pas, on est en train de bosser sur le PvE, sur le mode coop, ça va sortir, etc. Tout ça pour au final dire aux gens, on va pas faire ça. À la place, on va sortir des missions d'histoire PvE qui coûteront 15 € les 3 missions parce que ce sera par pack. Puis finalement, ils ont sorti un pack de 3 missions. Donc quand elles sont sorties, la première mission était jouable. Maintenant, c'est plus le cas, mais la première mission était jouable pour que les joueurs puissent essayer. C'était fun, c'était pas mal foutu. J'ai pas trouvé de bug quand j'ai joué, franchement, c'était pas. Voilà. Mais bon, ça mérite pas 15 balles les 3 missions, ça il faut le dire. Et tout ça pour qu'au final, en fait, ils nous disent finalement, on fait plus du tout de PvE parce que ça marche pas et que de toute façon, il faut qu'on se concentre sur le multijoueur. Donc, c'est pas une mauvaise décision parce que du coup, ça fait qu'il y a un multijoueur qui fonctionne. En fait, c'est pas les décisions qui ont été mauvaises, je trouve, c'est surtout le fait de dire aux gens non, mais vous inquiétez pas, on va le sortir. Parce qu'à chaque fois que les gens disaient mais quand est-ce que vous allez sortir ça, c'était vous inquiétez pas, ça arrive. Et c'est jamais sorti. Et c'est pour ça qu'Overwatch est controversé. Mais actuellement, Overwatch, en fait, il est dans un état qui fait que ça fait 10 ans qu'il n'a pas été en aussi bon état, le jeu. Parce qu'en fait, il y a régulièrement du contenu qui sort, avec des passes de combat, avec des ajustements sur les personnages. On a eu carrément une nouvelle mécanique de gameplay qui est sortie et qui vient de ce PvE, enfin du projet original du PvE. C'est-à-dire les fameuses perks, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter une caractéristique à votre personnage pendant la partie. Et ça se fait avec les dégâts que vous avez fait ou les points que vous avez eus. Donc ça fait que ça peut être un petit truc, genre par exemple, il y a un des personnages qui peut lancer 3 petites tourelles laser, et par exemple, cette spécificité, elle peut choisir de mettre 4 tourelles, par exemple. Et c'est généralement, tu as le choix entre 2 possibilités, tu as 2 niveaux et le choix entre 2 possibilités. Donc, et finalement, ce concept de pass de combat, moi j'ai acheté un pass de combat une seule fois. Le reste du temps, j'ai eu des passes de combat. Actuellement, le dernier pass de combat, je l'ai acheté, mais c'est avec des points que j'ai obtenus au fur et à mesure. C'est-à-dire que même sans payer, tu peux finir par quand même avoir des trucs. Oui, parce que c'est un modèle économique qui se cherche. J'ai l'impression qu'ils sont complexés parce que est-ce que dans leur tête, là je suis pas, c'est une supposition. Est-ce que tous ces mecs-là, les développeurs, je parle, se disent pas, si on sort un jeu gratuit et en fait qu'on mise au-delà du risque financier que ça peut représenter et que je peux à la limite comprendre. Est-ce que ces mecs se disent pas, mais en fait ça fait pas sérieux. Ça fait cheap. Voilà, Ouais. Un jeu mobile c'est pas sérieux. Un jeu, alors qu'il y a de très bons jeux mobiles et qui marchent très bien. Et qui ont même fait la une de l'actualité. Among Us, je crois qu'au départ c'est un jeu mobile. Je suis pas sûr. C'est indé en tout cas. Voilà, c'est donc tous ces jeux. Voilà, justement, les mecs se disent ouais, mais nous on n'est pas indé, donc nous on n'est pas n'importe qui, donc c'est un gage de sérieux de faire payer un jeu 90 balles. Moi je suis pas sûr. C'est un modèle économique qui, je pense, n'a plus lieu d'être parce que de nos jours, si on veut voir de la télé, il faut payer. Si on veut avoir Internet, c'est normal, il faut payer. Si on veut jouer, il faut acheter, mais il faut aussi payer derrière. Et ça, moi, ça me plaît pas. Vous l'avez compris. Et puis, il faut payer beaucoup. On ne parle pas, encore une fois, de microtransactions. J'insiste là-dessus. On payerait un jeu 10 balles, et puis derrière, on pourrait mettre, pourquoi pas, mais même 200 € de contenu pour celui qui en a les moyens ou qui en a envie. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est pour ça, moi, que j'ai arrêté de jouer, parce que du moment où on a eu la PlayStation 2, 3, je ne sais plus, et puis j'ai arrêté là, parce que ça ne m'intéressait plus, parce que moi, un jeu vidéo, c'est des copains, ou tout seul, on met un CD, on met une cartouche, on joue. Si on a envie d'en avoir un peu plus grâce au fait que les consoles soient reliées à Internet, pourquoi ne pas payer? Mais c'est un choix. Et c'est ça, moi, que je regarde. Il faut que ce soit un choix. Du moment où ce n'est plus choisi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je ne joue plus. Et c'est pour ça que, pour conclure, il y a moins que tu aies quelque chose à rajouter, on peut se demander, c'était quoi ta console préférée à toi? Toutes celles que tu as, tu en as eu quelques-unes. C'était quoi? Ou le PC? Parce que tu joues beaucoup sur PC. Moi, dernièrement, je joue sur PC parce que, en fait, le PC, même si c'est cher, en fait, une fois qu'on a mis le prix du PC, c'est l'option de la facilité. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux, pour l'instant, a priori, on n'a pas d'abonnement pour jouer en ligne.
On peut facilement avoir des émulateurs et avoir des ROM légalement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mais on peut facilement jouer sur émulateur. On peut jouer à des jeux qui sont très vieux, parce que le PC, il a accès à des jeux modernes, mais il a aussi accès à des jeux qui sont sortis à l'époque sur PC. Il n'y a pas à changer de console, etc. Donc finalement, c'est besoin de la facilité. Après, il y a des gens qui disent que c'est moins confortable, mais ça dépend de votre setup. Hein. Si vous voulez jouer en fauteuil dans votre chambre sur votre PC, c'est possible. Ouais, il y a des gens qui ont des volants pour jouer aux jeux de voiture, Oui, voilà. avec une superbe manette, etc. J'ai un pote qui s'est acheté un volant exprès pour jouer à des jeux de voiture. Donc voilà. Mais c'est pas le PC. C'est pas ce que je préfère. C'est dans tout ce à quoi j'ai joué, parce que j'ai pas d'attachement émotionnel particulier à ça. J'ai des attachements émotionnels à des jeux, mais par contre, s'il y a des consoles auxquelles j'ai un attachement émotionnel, je dirais que c'est toute la famille de la DS. Et quand je dis toute la famille de la DS, je compte la 3DS dedans, parce qu'en fait, la 3DS, pour moi, c'est un peu la DS2, au final. Et finalement, c'est ce que c'était, parce que leur concept de 3D n'a pas marché commercialement, et ce qui a marché, c'est le concept de la DS, qui était plus puissante du coup, puisque c'était la 3DS, avec des jeux, etc. Et moi, finalement, la DS et 3DS, enfin moi j'avais une 2DS, ça m'a suivi pendant toute mon enfance. J'ai commencé à jouer à la DS, j'avais 6 ans je crois. Donc au début je jouais à des jeux je jouais à des jeux Lego, parce que quand j'étais petit on jouait aux jeux Lego sur la PS2. Mais ensuite j'ai découvert les jeux Nintendo à proprement parler, donc Mario, tout ça. Et puis ensuite, ce qui m'a fait passer beaucoup trop de temps à jouer aux jeux vidéo, c'était Monster Hunter, et ça j'ai découvert sur 3DS. Et en fait, je réalise que les émotions les plus fortes que j'ai eues, que ce soit des émotions, où vraiment ça me tenait à cœur, quoi. Quand je joue aux jeux vidéo, ça a été sur la DS et la 3DS. Maintenant je joue parce que j'ai bien envie de jouer, et parce que voilà. Mais à l'époque, la DS, j'avais hâte de rentrer de l'école. Non pas juste pour dire j'ai fini l'école, mais pour retrouver mon jeu Pokémon, pour mon jeu Mario, pour mon jeu Monster Hunter, etc. Au lieu de faire ses devoirs, c'est du joli. Non, d'ailleurs, je souligne, avant de vous parler de ma console préférée, voilà, très important, ce qu'a dit Tristan, on a toujours veillé, avec sa maman, que les jeux auxquels il jouait soient adaptés évidemment à son âge. On regardait les jeux auxquels il jouait quand lui a commencé à avoir une certaine autonomie, de façon à s'assurer qu'il n'y avait rien de dangereux au sens psychologique du terme. Et c'est pour ça que le débat de dire les jeux vidéo rendent violence me hérisse au plus haut point, parce que le jeu vidéo, ça par contre, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont assez cons pour croire que quand on joue à un jeu de tir, en fait c'est nous et qu'on est un héros et qu'on sait tirer, je sais pas, il faut qu'il fasse une cure de vitamine C, D, enfin toutes les lettres de l'alphabet. Oui, c'est pas Call of le problème, quoi. Voilà, Call of, c'est pas le problème, c'est celui qui appuie sur les boutons en croyant que c'est un warrior. Ça, bon, je crois que tout le monde le sait, mais enfin c'est toujours bon de le dire. Je le rappelle. Voilà, moi ma console préférée, en fait c'était la Super Nintendo, avec les cartouches soufflées dedans quand ça marchait plus, pas simplement parce que j'ai joué en étant un petit peu plus jeune, mais c'est vraiment là où j'ai trouvé les jeux qui m'ont accompagné pendant des années, parce que moi je l'ai eu la Super Nintendo sur les 2 dernières années de la console, puis il est sorti la PlayStation, mais que j'ai eu beaucoup plus tard, moi. Enfin beaucoup plus tard, 3-4 ans après sa sortie, qui était une très bonne console aussi. Mais en fait moi c'est la Super Nintendo parce qu'il y avait... D'abord, en fait, il y avait Nintendo et Sega. La Mega Drive était très bien aussi, mais il n'y avait pas... c'était comme un modèle différent. Encore une fois, un modèle économique différent. On achetait les jeux. Une fois que le jeu était acheté, de toute façon, une console branchée sur Internet, on n'aurait même pas su ce que ça voulait dire à l'époque. Et on jouait, et à des jeux super, et à des jeux de foot. Et finalement, quand on y regarde bien, et ça c'est mon avis, vous pouvez... la personne ou les personnes qui nous écoutent pourront commenter, on espère qu'il y en aura, parce que voilà, vous voyez, c'est une discussion à bâton rompu, vous êtes invité à la joindre si vous voulez en commentaire, parce qu'on va voir où on met ce podcast, mais on peut le diffuser sur les réseaux évidemment. Ce qui compte, c'est ce qu'on éprouve en jouant, et quand on joue à FIFA 94 ou à FIFA, alors le dernier auquel j'ai joué c'est 2022, mais enfin bon, alors c'est très beau, mais en fait l'émotion n'est pas différente. Et je dirais qu'on n'est pas si différent au final, parce que regarde, moi ce qui me plaît c'est la DS,
et toi c'est la NES, même si c'est des consoles qui ont beaucoup d'années d'écart, au final la DS et même la 3DS étaient encore je pense que en fait la 3DS c'est la 3DS et la Wii U, mais la Wii U n'a pas eu de succès, c'est un peu la dernière console qui était c'était le maximum du modèle économique que toi t'as connu. Parce Ouais. qu'on avait accès au mode en ligne, d'accord, mais c'était encore le délire de dire, tu vas chez les potes, tu prends ta console, tu fous ton jeu dedans, et vous jouez pendant des heures et des heures et des heures. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi la Dreamcast, où il y avait un mode en ligne, mais qui en fait servait soit à télécharger des petits correctifs, mais vraiment très légers, parce qu'on était sur un modem 56K, donc... Mais surtout, en fait, on faisait le jeu. Alors, il y avait, on y jouait, il y avait un jeu d'athlétisme. Et en fait, ça publiait nos résultats sur les serveurs de la Dreamcast. Et on pouvait avoir un classement mondial, mais qui n'avait aucune valeur autre que fun, quoi. Mais on n'était pas sur du jeu en ligne. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Pardon, avec quelques jeux. Mais c'est vrai que c'était le modèle est mort avec ces consoles-là. Du moment où on s'est servi du réseau finalement, d'abord parce que le réseau était capable de faire passer beaucoup plus d'infos et beaucoup plus vite, et ça c'est une innovation technique, personne ne peut le nier, mais en fait on a basculé sur un système, c'est très bien qu'il y ait de la pub pour rendre les choses gratuites, c'est très bien, c'est le rôle de la pub, mais s'il n'y a que de la pub, ça n'a plus aucun intérêt. C'est ça. Et finalement, pour boucler la boucle, ce qui fait peur en fait avec ce Mario Kart World et avec les jeux de la Nintendo Switch 2 qui coûteront dans les 80€, c'est que finalement ce qui fait peur, c'est pas de devoir payer 80 boules pour jouer à Mario Kart. Parce que si on veut vraiment jouer à Mario Kart, payer 80 boules une fois pour acheter le jeu, c'est pas grave. Surtout vu le nombre de personnages qu'il y a, il y a quand même du contenu de base dans le jeu, même si c'est cher. Le problème, c'est que ils vont peut-être mettre en place un nouveau standard avec ça, et ça par contre c'est pas une bonne chose. Ouais, mais c'est peut-être un truc qu'on regrettera dans quelques années. Je trouve que c'est une belle conclusion pour cette première émission. Donc écoutez, on va bientôt le publier, un petit peu de montage pour effacer les quelques défauts qu'il y a eu, un petit peu de musique au début, un petit peu de musique à la fin, et puis s'il y a, on se fait un petit pari, s'il y a 10 personnes qui l'écoutent, on fera une seconde émission assez rapidement. Et puis encore une fois, si vous nous faites le plaisir, et je vous en remercie si c'est le cas d'écouter ce podcast, et n'hésitez pas à réagir, on pourra tout à fait en discuter. Voilà, au revoir. Salut tout le monde et bonne partie. C'est la parlante.